L'écho des savantes, le podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une question, une scientifique, une réponse, une production d'Acustica. L'écho des savantes, une série de podcasts proposés dans le cadre du mois de la santé avec Acustica. Et pour échanger avec nous, pour cette série de podcasts, j'accueille Anaëlle Mugéo, qui est praticien hospitalo-universitaire au laboratoire de bactériologie du CHU de Reims et également enseignante-chercheuse à l'INSERM. Bonjour Anaëlle et merci. Bonjour. Anaëlle, nous voici dans notre dernier rendez-vous. On va rentrer dans quelque chose un peu plus technique maintenant avec cette histoire de bactéries que vous êtes en train de combattre actuellement avec vos recherches. Vous allez nous expliquer un petit peu comment fonctionne votre équipe. Oui, donc suite à nos recherches sur le modèle d'épithélium respiratoire que je vous ai décrit précédemment, on a mis en évidence une voie importante pour la bactérie qui est le stress oxydant. Donc l'épithélium produit du stress oxydant pour détruire la bactérie. Et on s'est intéressé à ça, on s'est dit si on pouvait booster un petit peu ça, on pourrait peut-être trouver de nouveaux traitements. Donc le Pseudomonas, quand on lui met du stress oxydatif, quand le poumon met du stress oxydatif et qu'il le tue, il a développé des enzymes qui vont permettre de dégrader ce stress oxydatif. Donc en fait, il prend un bouclier contre ces molécules pour se défendre. Et nous, on se dit que si on attaque ce bouclier et qu'on l'inhibe, on peut de nouveau retrouver une attaque de la bactérie et pouvoir la détruire plus facilement. Donc c'est pour ça que on s'est dit, on va utiliser ces enzymes de réponse au stress oxydatif comme des cibles potentielles pour développer un nouveau traitement. Pouvez-vous nous parler maintenant des projets en cours et plus particulièrement d'un en particulier ? Oui, donc c'est le projet pour essayer d'inhiber ces cibles bactériennes de la réponse au stress oxydatif. Et en fait, on va utiliser des techniques in silico de docking. Donc je vais bien sûr vous expliquer ce que c'est. C'est une approche numérique, le docking, de modélisation moléculaire. Et ça permet de voir par informatique s'il y a une interaction entre notre cible et puis des molécules potentielles. Donc on va essayer de trouver la bonne molécule inhibitrice parmi une base de données de plusieurs milliers de composés, voire millions de composés. Et ça va permettre de gagner du temps et de pouvoir, par technique informatique, sans être au laboratoire, d'avoir une réponse rapidement sur quelles sont les molécules qui pourraient être intéressantes et qui pourraient interagir avec nos cibles d'intérêt. Alors c'est très technique, mais je pense que vous pouvez nous dire comment vous faites finalement. Alors là, c'est un projet multidisciplinaire. Donc moi, je fais la partie biologiste, bien sûr, et on s'est mis avec les équipes médiques de l'URCA, des bioinformaticiens, et c'est des projets qui sont à l'interface entre la physique, la biologie et l'informatique. Et donc voilà, c'est l'informatique qui est au service de notre question. Donc on a des bases de données et avec le supercalculateur Romeo, donc qui est très puissant à l'URCA, ça va nous permettre de calculer rapidement toutes les conformations et de pouvoir dire s'il y a une molécule intéressante qui se fixe et qui pourra devenir notre potentiel candidat qu'il va falloir après valider bien sûr biologiquement. Alors c'est ce que vous appelez donc les tests in silico, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc ça c'est la partie qui se fait avec l'informatique alors ? C'est ça, c'est uniquement sur ordinateur. Ça permet, on dit, de trouver une aiguille dans une botte de foin. Ça serait impossible au laboratoire de tester 1 million de composés, mais par contre l'informatique, lui, peut le faire. Donc ça ouvre vraiment de nouvelles possibilités. C'est une économie énorme de réactifs, de temps, d'échantillons. Donc c'est vraiment pour ce qu'on appelle du screening haut débit, pouvoir cribler un grand nombre de possibilités et de retenir la meilleure. Avec des résultats aussi fiables ? Non, justement. Alors, le problème, c'est que ça donne une hypothèse. Ça peut marcher, ça peut se fixer. Mais après, il y a toutes les étapes de validation derrière. Donc, on passe vraiment à l'in vitro. Ça veut dire vraiment les tests dans le tube, sous verre, in vitro. Donc, c'est des modèles biologiques simplifiés que font la plupart des laboratoires. C'est pas un environnement complet, mais ça permet de répondre à la question précise, de vérifier, par exemple, l'efficacité du composé qui a été trouvé par la méthode de docking in silico, et puis de voir derrière si ça fonctionne vraiment ou pas. Et puis on passe après à la méthode in vivo, j'imagine. C'est ça. C'est la dernière étape. C'est la suite logique du processus. Quand on a des candidats intéressants qu'on peut retenir, qui fonctionnent et qui sont pas trop toxiques, on va pouvoir passer à l'in vivo. C'est le modèle le plus complexe, le plus complet, qui est le plus proche de l'homme. Donc on va d'abord passer en général chez l'animal, ce qui permet de prendre en compte tout le corps humain en globalité. Et puis bien sûr après, s'il y a des molécules potentiellement intéressantes et pas toxiques, on va pouvoir essayer de faire les tests chez l'homme.
Alors à quel moment vous savez justement que vous allez pouvoir franchir les étapes? Eh ben ça, c'est quand on a les résultats au fur et à mesure. Là, on a déjà fait l'étape de docking, on a des composés intéressants, puis il va falloir qu'on les commande, qu'on les teste, qu'on les sélectionne, après qu'on vérifie leur toxicité, après qu'on passe chez l'animal, et après, ça dépend plus de nous, entre guillemets, ça dépend des partenariats possibles avec des sociétés de l'industrie qui pourraient être intéressées pour faire ces tests. Quel est en général le délai quand on passe de in silico, in vitro et in vivo? C'est très long, très long. Il faut passer toutes les étapes, oui, ça se compte en plusieurs années. Et c'est ça qui coûte très cher et qui explique le prix aussi des nouveaux traitements, c'est qu'il y a eu énormément de travail derrière et d'années de tests. S'il y a des personnes qui sont justement dans la communauté scientifique, qui s'intéressent à tous ces travaux, comment ils peuvent avoir accès justement aux résultats, aux différents résultats? Alors, il y a deux gros moyens. Il y a le moyen écrit, on va dire. On écrit des articles scientifiques qui sont consultables dans les grands journaux, les reviews. Donc, il y a de la veille scientifique faite par les scientifiques dans leur domaine. On s'intéresse un peu à ce qui se fait et on vérifie, on regarde ce que font les autres. Ça nous donne des idées et puis ça permet de voir ce que font les gens. Et puis aussi, il y a tout ce qui est congrès. On va faire des présentations de nos résultats en congrès nationaux, internationaux, qui permet de montrer aux gens ce qu'on fait et puis surtout d'échanger, de voir avec les autres, avec nos pairs, ce qu'ils font et ce qu'on fait. Et voilà, c'est très enrichissant. Merci beaucoup Anaëlle Mugéo pour toutes ces réponses à ces questions. Et puis, je vous dis à très bientôt alors. Merci beaucoup. L'écho des savantes, le podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une question, une scientifique, une réponse. Une production d'Acustica.